Le corps diplomatique accrédité au Burkina Faso salue le courage du peuple burkinabé et réaffirme la disponibilité à accompagner le Burkina Faso pour la réussite de la transition. C'est en substance le contenu des vœux du nouvel an qu'il a présenté au chef de l'État ce matin. Plus d'1 million de tonnes de production maraîchère et 6 000 tonnes de maïs. Ce sont les ambitions du gouvernement pour la campagne agricole sèche qui s'ouvre et l'irrigation agricole sera un atout majeur dans l'atteinte de ces objectifs. Et puis, les auteurs présumés de l'attentat à Charlie Hebdo ont été abattus cet après-midi. Les frères Kouachi n'ont pas échappé à l'assaut lancé par le GIGN contre eux. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Et pour ouvrir ce journal, nous allons donc à Kosiam, où le corps diplomatique accrédité au Burkina Faso a salué ce matin le courage du peuple burkinabé et réaffirmé sa disponibilité à accompagner la transition. C'était au cours de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État. Maxime Zongo était sur place au palais présidentiel. Voici le résumé qu'il nous fait de la cérémonie. Ils étaient tous là, ou presque, les ambassadeurs, les représentants des organisations internationales et interafricaines accréditées au Burkina. Dans la solennité, ils ont formulé des vœux de santé, de succès et de paix au président du Faso, à sa famille, au gouvernement et au peuple burkinabé. Ce fut une occasion également pour revenir sur le récent vécu, tant au plan national qu'international, et de dégager les perspectives qui vont guider les actions à venir. La communauté internationale a pris positivement acte de toutes les initiatives en cours pour un retour rapide en fonctionnement normal et régulier des institutions républicaines. Aussi, nous voulons vous assurer que l'appui moral, politique et financier de nos pays respectifs manquera d'autant moins au Burkina Faso, pour que les institutions démocratiques assurent à l'ensemble du peuple burkinabé un avenir plus serein et plus paisible et que les objectifs de la transition soient tenus. Le président Michel Kafando, particulièrement sensible aux mots bien aimables des représentants du corps diplomatique, a tenu en retour à leur adresser ses meilleurs souhaits de santé, de prospérité et de succès dans leurs missions respectives. Il a rappelé l'excellence des relations qui lient son pays au reste du monde, remercié tous les pays amis qui ont contribué à aider le Burkina à surmonter les moments difficiles et rassurer de la vitalité de la transition. Aujourd'hui, la transition est en marche. Les défis sont énormes au plan politique et socio-économique. Nous avons besoin du soutien de tous, notamment de vous, c'est-à-dire de la communauté internationale, pour relever ces défis. L'objectif final étant, comme vous le savez, de réussir les élections libres, transparentes et crédibles que nous comptons organiser dans les meilleurs délais. La recrudescence de l'insécurité, le terrorisme, les défis sur le plan sanitaire et bien d'autres maux que fait face l'humanité exigent de la communauté internationale, selon Michel Kafando, une solidarité sans faille. Pour sa part, indiquera le président du Faso, le Burkina marque sa disponibilité à apporter sa contribution à l'édification d'un monde plus juste, plus stable et véritablement humain. Et dans le carnet d'audience du président du Faso, on note la visite hier soir de l'ambassadeur d'Algérie et du gouverneur de la BCEAO. Si le diplomate algérien en fin de mission au Burkina est allé faire le point de la coopération entre les deux pays avec Michel Kafando, le gouverneur de la BCEAO, lui a surtout évoqué quelques sujets d'actualité économique internationale et sous-régionale avec le chef de l'État, et c'est Harouna Maré qui nous fait la synthèse des audiences. En fin de mission au pays des hommes intègres, l'ambassadeur d'Algérie est venu faire ses adieux au chef de l'État. Abdelkrim Ben Chia en a profité pour faire le point des relations entre son pays et le Burkina Faso, tout en saluant l'exemplarité de cette coopération sud-sud. Je suis venu un peu pour
le saluer, mais également pour lui donner quelques informations un peu sur tout le bilan de mon séjour qui a dépassé les 5 années. Donc, j'ai fait une présentation assez exhaustive, je dirais, de toutes les actions de coopération et j'ai convenu un peu que le bilan est largement positif étant donné qu'il y a eu toute une série d'actions qui ont fait rapprocher un peu le Burkina Faso de l'Algérie, rapprocher également l'Algérie du Burkina Faso. Vous savez, nous partageons beaucoup de positions communes sur les problèmes qui se posent un peu au niveau régional, les problèmes qui se posent au niveau international, mais également nous sommes préoccupés un peu de la situation qui prévaut à nos frontières. L'Algérie était présente un peu de partout, à l'hôpital, au lycée, à la formation professionnelle, à l'aéroport, dans les casernes, à la police, etc. Donc nous avons des coopérations un peu diversifiées à tous les domaines. À la suite du diplomate algérien, le président Michel Kafando a aussi accordé une audience à Tiemoko Millet Koné, gouverneur de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les échanges se sont focalisés sur l'état de santé de l'économie mondiale et sous-régionale. C'est un tour d'horizon de l'activité économique dans le monde, dans la sous-région. Dans le monde d'abord pour constater que d'une façon générale, la situation économique est toujours atone et que la croissance ne sera pas très élevée. Dans la sous-région, pour saluer les efforts qui sont faits, surtout en matière d'investissement public dans les pays, et qui a maintenu un niveau de taux de croissance assez élevé, notamment 6,6% en 2014, et peut-être, pourquoi pas, 7,2% en 2015. Une croissance qui pourrait permettre de booster les efforts de développement des pays membres de la banque et surtout d'améliorer les conditions de vie des populations. Le Premier ministre, lui, a reçu hier en fin d'après-midi les ambassadeurs du Royaume de Suède et de la République de Cuba. La première personnalité qui dépose ses valises au Faso est allée parler redynamisation de la coopération entre la Suède et le Burkina Faso. La seconde, elle était à la primature pour des adieux au chef du gouvernement et c'est Olopoda qui nous résume ses audiences. Anna Maria Rovira salue l'hospitalité et la solidarité du peuple burkinabé. Un peuple qui a impressionné l'ambassadeur de la République de Cuba par son courage et son dynamisme au travail. Des sentiments que la diplomate cubaine en fin de mission a tenu à exprimer au chef du gouvernement. J'ai connu un beau pays avec des personnes, avec un peuple extraordinaire, très cordial avec nous. Et j'ai vu le développement de Burkina. Nous avons fait tout le possible pour aider à Burkina à se développer, surtout dans le domaine de la santé, de l'éducation et du sport. Ces 4 ans passés au pays des hommes intègres ont permis de renforcer les relations bilatérales entre la République de Cuba et le Burkina Faso. Et la diplomate cubaine dit quitter le Burkina Faso avec le sentiment d'une mission bien remplie. À la suite de l'ambassadeur cubain, le nouvel ambassadeur du Royaume de Suède accrédité auprès du Burkina, Eva Emneus, est venu parler avec Yacouba Isaac Zida des projets de développement que la Suède envisage mettre en œuvre au Burkina Faso pour donner un coup d'accélérateur à leur coopération. Notre gouvernement a décidé de reprendre avec force la coopération au développement bilatéral avec votre pays et ça c'est un message que j'ai passé au président et aussi au Premier ministre. Nous avons suivi avec grand respect et admiration la manière selon laquelle votre gouvernement a géré la crise et nous sommes très heureux et nous partageons votre choix qu'il y a une transition démocratique et que les
les élections présidentielles et aussi les législatives sont en route et nous allons suivre et vous accompagner de la part de la Suède dans ce processus. L'histoire indique que le partenariat entre la Suède et le Burkina Faso existe depuis 1969. Une coopération axée sur l'éducation, la gouvernance locale et les droits humains. Autre point de l'actualité, les ambitions du gouvernement burkinabé pour la saison agricole sèche sont grandes. Elles se chiffrent à plus d'1 million de tonnes pour la production maraîchère et 6 000 tonnes pour le maïs. Et il mise pour cela sur les ressources en eau pour relever ce défi, d'où le thème de la campagne qui fait de la promotion de l'irrigation un impératif pour une activité agricole prospère. Le coup d'envoi de la campagne a été donné ce matin en présence de Karim Patrick Namouano. Une agriculture qui nourrit son homme en dépit des aléas climatiques, voici l'ambition du département de François Lompo. Les producteurs ont le cœur à l'ouvrage, reste le soutien de l'État. Ce soutien, en voici un échantillon. Du matériel et des intrants agricoles d'une valeur en l'an de 200 000 à 3 300 000 francs CFA offerts aux producteurs à l'occasion de cette cérémonie de lancement de la campagne agricole de saison sèche. Au niveau national, nous avons prévu effectivement de mettre environ 4 000 tonnes de semences et d'intrants à la disposition des producteurs. Également, nous allons mettre à la disposition des outils comme les motopompes, les charrettes et autres. Nous allons également travailler à ce qu'il y ait un accompagnement technique, parce que vous savez qu'après tout ça, quand il n'y a pas d'encadrement, c'est difficile. Donc nous allons nous assurer que les producteurs sont accompagnés sur le plan technique, de sorte qu'au résultat, cette campagne agricole de la saison sèche est vraiment 2 500 000 tonnes escomptées. Plus de 2 300 000 tonnes de spéculation sont attendues au terme de la campagne dans les périmètres irrigués et les bas-fonds aménagés. Mais la ressource en eau est problématique à certains endroits. Ensablement et dégradation sapent les efforts des producteurs. Le barrage est menacé d'ensablement et les digues veulent céder. Le gouvernement en est conscient et appelle les partenaires à la rescousse. Ce que nous avons dans le budget 2015 pour la réflexion au niveau des retenues d'eau, je reconnais que c'est peu par rapport à l'immensité des attentes. Donc nous allons certainement prendre contact avec nos partenaires qui nous accompagnent dans ce type de projet-là pour voir comment est-ce que nous allons avoir des fonds suffisants pour faire les travaux au niveau des retenues d'eau, pour permettre aux paysans de pouvoir avoir une quantité suffisante d'eau pour la production. En attendant l'assistance de l'État, les producteurs besogneux sont convaincus que seul le travail fait l'homme. La Confédération générale du travail du Burkina accueille la démission du ministre des Infrastructures, du désenclavement et des transports comme une victoire des travailleurs et de tout le peuple burkinabé. La CGTB interpelle dans la foulée les autorités nationales sur la question des émoluments des membres du Conseil national de la transition, des points qui ont été abordés ce matin avec les hommes de médias, c'est Sylvestre Da. La manifestation des travailleurs du ministère des Infrastructures, du désenclavement et des Transports ont poussé le ministre Moumouni Djigimde à quitter le gouvernement ce 8 janvier. La CGTB, la Confédération générale du travail, qui soutenait ces mouvements, dit prendre acte de la démission du ministre et en tire des leçons. Nous avons dit qu'ils ont été mis en place suite à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Eux-mêmes, ils ont reconnu qu'ils sont un gouvernement du peuple. Ils ont aussi dit que plus rien n'allait être comme avant. Et de ce point de vue, nous les interpellons à jouer pleinement le rôle conformément au contenu des textes, notamment la charte sur la base de laquelle la transition est gérée. Les travailleurs avaient par devers eux un certain nombre de preuves qui indiquaient que monsieur le ministre pouvait être incriminé d'un certain nombre de faits, à savoir l'emprisonnement aux États-Unis, une passation de marché de gré à gré, et bien d'autres éléments qui lui étaient récriminés. Sur le déroulement de la manifestation des travailleurs, la CGTB dit déplorer les actes d'intimidation vis-à-vis d'un délégué syndical.
acte d'intimidation qui serait le fait de la gendarmerie et de la police nationale. Le délégué qui dirige la lutte au niveau de ce ministère a été interpellé par la gendarmerie le 29 et le 30 matin à 7h30, il devait être entendu à la sûreté. Nous estimons que les autorités militaires, policières devaient faire en sorte à ce qu'au niveau de la transition, leur travail c'est de sécuriser les populations et non les intimider. Parce que toute intimidation qui ira à l'endroit des travailleurs, l'acteur qui fera ces intimidations trouvera la CGTB en face. À l'endroit des membres du Conseil national de la transition CNT, la CGTB trouve inadmissible que ces membres s'octroient chacun mensuellement 1 778 000 francs CFA. Au vu de la vie chère que traversent les populations, au vu du train de vie de l'État que nous combattons, nous ne pouvons pas admettre qu'un système qu'on a combattu, chassé sur les mêmes faits, des gens viennent à l'issue de l'insurrection populaire et qu'ils appliquent les mêmes pratiques. Parce que qu'un député aujourd'hui, entre griffes, je dis député parce qu'ils ne sont pas élus, puisse s'octroyer mensuellement 1 778 000 francs, nous estimons que c'est trop. Au Burkina Faso, le SMIC est autour de 30 684 francs. Donc, ça veut dire que les députés actuels s'octroient plus de 50 fois le SMIC comme émolument à la fin du mois. C'est impensable pour des gens qui estiment qu'ils se sont battus pour que tout change au Burkina. La CGTB appelle les peuples burkinabés à rester en veille pour assurer le contrôle de l'action publique et la gestion du patrimoine national. Elle réitère en outre son engagement aux côtés de ce peuple pour la défense et le renforcement des acquis démocratiques. Un mot de politique à présent avec le Front progressiste sankariste qui fait un retour aux sources après l'insurrection populaire de fin octobre 2014. Avec à sa tête Maître Benewende Sankara, le parti est allé dire merci à ses militants de Tema Bokin. Hier jeudi, les populations dans cette localité ont célébré la victoire du peuple burkinabé. L'ambiance sur place avec Jacques Lamissa Tarpaga. Test de mobilisation jeudi à Tema Bokin du Front progressiste sankariste FPS. Ce parti né récemment d'une fusion vient saluer le rôle joué par les militants de son fief dans la chute de Blaise Compaoré. La première activité que nous menons, c'est celle qui se déroule présentement à Tema Bokin, qui consiste d'abord en un meeting d'information, mais également de remerciement de nos militants pour leur témérité, leur persévérance et la lutte qu'ils ont su mener jusqu'à la chute du président Blaise Compaoré. Les hommes, les femmes et les jeunes ont tous crié victoire, mais ils ont surtout appelé à une plus grande union des partis sankaristes. La question de l'unité des sankaristes se conçoit en termes de projet de société, comme nous l'avons toujours dit. Nous n'avons jamais fermé les portes à qui que ce soit. D'ailleurs, en termes d'alliance, nous sommes toujours ouverts, pas seulement aux partis sankaristes, mais à tout parti politique qui œuvre dans le sens de l'idéal du président Thomas Sankara. Un point de gagné pour avoir écarté le principal obstacle, mais il y a du travail, la conquête du pouvoir d'État aux élections de 2015. Les tout nouveaux directeurs de la radiodiffusion et télévision du Burkina ont été officiellement installés dans leurs fonctions ce matin. Wezan-Louis Oulon pour la télévision nationale et Yemboado Évariste Kombari pour la radiodiffusion entendent travailler à réconcilier la RTB avec ses téléspectateurs et ses auditeurs. Un défi qu'ils entendent relever avec l'appui de l'ensemble du personnel de la maison commune. Eleonore Ouedraogo Yerbanga. Évariste Kombari et Wezan-Louis Oulon, officiellement installés dans leurs fonctions respectives de directeur de la RTB Radio et directeur de la RTB Télé. Tous deux ont réaffirmé leur ambition de travailler ensemble avec les agents pour redonner à la RTB sa notoriété d'antan. C'est d'abord redorer notre blason, reconquérir les auditeurs, mais aussi tout ceci passe par le professionnalisme. Parce que nous sommes un média public. Un média public ne veut pas dire un média au service d'un parti politique, c'est un média au service du public. Donc je pense que nous sommes les meilleurs, comme je l'ai dit, nous sommes les meilleurs, je le rappelle, nous sommes les meilleurs et on peut réussir cette mission. Les émeutes qui ont conduit à la situation de transition actuelle ont mis la télévision face à une certaine réalité qui est que l'opinion publique attend beaucoup de cette télévision. Et elle attend que cette télévision-là puisse jouer la partition d'organes d'information sans parti pris. Nous allons tenter au meilleur de nos moyens de trouver déjà la capacité à donner déjà de la couleur à cette antenne,
Mais à défaut de moyens, nous allons travailler dans la limite de moyens, dans un équilibre qui va permettre aux syndicalistes, qui va permettre à l'acteur de la société civile, qui va permettre aux paysans, qui va permettre à la veuve et à l'orphelin de pouvoir se reconnaître sur cette chaîne de télévision. Des ambitions nourries par la première responsable de la RTB, qui, consciente du professionnalisme et de la rigueur de ses nouveaux directeurs, attend des résultats concrets. J'attends d'abord de ces premiers responsables qu'on essaie de voir au niveau de l'équilibre de l'information, le traitement de l'information. Je crois que le nœud du problème est là. Il faut redonner le professionnalisme au contenu. Donc il faut que sur le terrain, on sente que le journaliste a un bagage qui lui permet vraiment de travailler avec professionnalisme. Deuxièmement, je pense que dans le contexte actuel, nous avons quand même une certaine liberté qui se dégage. Donc, si on nous donne les coudées franches, en principe, ils doivent pouvoir travailler dans la sérénité. Les agents, quant à eux, apprécient ces nouveaux responsables, mais attendent tout de même beaucoup du gouvernement. Il ne suffit pas d'avoir de nouveaux responsables. Il faut donner les moyens à ces responsables de faire fonctionner la maison. Parce que qu'est-ce qui a fait perdre la motivation au niveau de la maison? C'est parce que les moyens ne suivaient pas. Quand on arrive, on fait perdre aux travailleurs le peu d'avantages qu'ils ont, je pense qu'il y a problème. Eux, ils ont la volonté, mais il faut permettre aux financiers de comprendre qu'une télévision ne fonctionne pas comme tout service de l'administration. Et tant que ce problème n'est pas résolu pour permettre aux premiers responsables d'avoir le minimum pour faire fonctionner la maison et mettre les agents dans les conditions, je pense qu'on ne sortira pas de l'ornière. Il faut permettre à ces responsables-là de disposer des moyens et qu'eux puissent gérer ces moyens-là pour faire fonctionner la maison. Je pense que c'est un appel à tout le monde, puisqu'on puisse accompagner ces nouveaux dirigeants-là pour qu'ils puissent relever le défi. Parce qu'un pays qui se développe a besoin des médias pour communiquer, et surtout les pays en voie de développement. Déjà, l'un des partenaires de la RTB a tenu à accompagner la maison dans sa nouvelle dynamique avec un chèque de 5 millions de francs CFA. On ne peut pas assister à tout ce que nous avons pu voir sans venir par esprit de solidarité à l'endroit donc de ce partenaire qu'est la RTB. Il y a ce qu'on a vu, que tout le monde a entendu, qui nous a poussé à naturellement intervenir, mais il y a ce qu'on n'a pas vu et que probablement le nouveau directeur général voudra bien, s'il le souhaite, nous solliciter dans la mesure de ce qui est possible. Ce serait un vrai plaisir d'accompagner ce partenaire. Évariste Kombari et Wezelou où l'on remplace à ces postes Alima Farta et Alfred Nikema qui ont tous deux passé 2 ans à la tête des 2 directions de la radiodiffusion télévision du Burkina. Au Conseil supérieur de la communication, le mot d'ordre est désormais à la rigueur. Professionnels, agents et responsables du CSC sont en formation pour booster les compétences et acquérir de nouvelles attitudes qui concourent à une meilleure régulation des médias. Abdul Rasmane Zongo. Le personnel du CSC, Conseil supérieur de la communication, est à l'école de la rigueur professionnelle. La rigueur professionnelle, un des modules dispensés au cours de cette formation. Quand on dit aux gens rigueur professionnelle, ils se disent mais est-ce qu'on veut dire qu'ils ne sont pas assez rigoureux? Non, nous croyons que l'excellence se cultive et qu'il y a toujours des choses qu'on peut apprendre. Voilà pourquoi dans ce module, le module poursuit 3 objectifs. Premièrement, comprendre que la problématique du succès n'est pas liée aux compétences techniques que nous avons, mais liée à un problème d'attitude. Donc nous allons nous efforcer de démontrer cela, de prouver aux participants que c'est l'attitude qui détermine le succès. Et ensuite, nous verrons que lorsque nous avons la bonne attitude, nous devenons autonomes. Et puis enfin, accroître l'excellence. L'initiative est d'un cabinet de la place, spécialisé entre autres dans le management des ressources humaines, le leadership, le marketing et la gestion commerciale. La politique nationale de protection sociale répond à un souci d'assurer le mieux-être aux populations, surtout les plus vulnérables. Il est question à présent de l'appropriation du contenu du document, d'où la large campagne de diffusion lancée à Zignaré. C'est Moussaki qui nous en parle.
La politique nationale de protection sociale, c'est un document de 59 pages adopté en 2012 et qui préconise des actions de solidarité envers les différentes couches sociales vulnérables au Burkina. L'agriculture, la santé, l'éducation, l'emploi sont entre autres des secteurs concernés par cette politique dont le lancement des processus de diffusion a débuté à Zignari. Ce document vient renforcer pratiquement tout ce qui existe déjà en matière de protection sociale. Donc son intérêt, c'est de venir renforcer tout ce qui se fait déjà en matière de protection sociale, permettre l'harmonisation de tout ce que nous faisons dans ce domaine et faire en sorte que toutes les ressources que nous mettons dedans puissent être vraiment bien utilisées dans ce sens-là. Les directeurs régionaux, les chefs de service, les 18 membres de la cellule régionale de la protection sociale ont cette journée pour s'approprier de cette politique et maîtriser les dispositifs institutionnels en la matière. L'élaboration du plan triennal 2015-2017 est aussi attendue de cette rencontre. C'est une politique qui est très importante et sa mise en œuvre commande effectivement que l'ensemble des acteurs s'y impliquent. C'est pourquoi, sur instruction des autorités centrales, il a été mis en place dans toutes les régions de cellule régionale et notre cellule régionale qui comporte donc 18 membres va véritablement travailler pour que des actions soient visibles dans ce domaine-là au niveau de notre région. L'État, les ONG, les partenaires techniques et financiers, la société civile sont tous concernés par cette politique nationale de protection sociale avec pour objectif l'amélioration des conditions de vie, d'études et la création d'emplois au Burkina. Après Zignari, le secrétariat permanent du Conseil national de protection civile devrait poursuivre le processus de diffusion de sa politique dans les autres régions. Et au chapitre sensibilisation contre le virus Ebola, Médecins du Monde est sur le terrain à Ouagadougou pour former sur les bonnes attitudes et pratiques en cas de fièvre hémorragique. Une formation aussi bien théorique que pratique. C'est Sylvestre Da. Le port de ces combinaisons par les agents de santé et communautaires est indispensable dans la prise en charge des malades d'Ebola. L'exercice requiert une succession d'actes qui doivent s'exécuter selon une certaine logique. Le déshabillage également obéit à une autre logique et toute erreur peut être source de contagion et beaucoup d'agents de santé à travers le monde en ont fait les frais. Le virus Ebola étant aux frontières du Burkina, l'ONG Médecins du Monde forme tant d'agents de santé et communautaires de Ouagadougou sur non seulement comment manipuler les combinaisons, mais aussi sur les modes de transmission du virus et la gestion des épidémies qu'il provoque. Nous travaillons avec les communautés à la base. Et il faut informer ces gens sur la maladie et donner toutes les informations possibles pour que ces gens puissent prendre des précautions afin de ne pas paniquer, même s'ils avaient un cas dans la zone. Nous avons reçu des documents, nous avons été bien formés, on a fait des cas pratiques de suivi, de contact, tout ça. Les agents de santé devront à leur tour former leurs collaborateurs. L'ambition est la maladie à Ebola et faire comprendre aux populations que c'est un mal qui peut être vaincu. Il y a une épidémie dans la sous-région africaine et donc mieux vaut être prêt à répondre à l'épidémie. Et c'est dans ce cadre-là que les gens sont formés, même si actuellement il n'y a jamais eu un cas au Burkina Faso, mais comme il y en a dans des pays voisins, notamment le Mali, tout le monde doit être prêt et une riposte doit être organisée si jamais il venait à y avoir des cas. Donc c'est dans un cadre d'une anticipation. Après Ouagadougou, Médecins du Monde entend se déployer dans le Sahel pour former d'autres leaders et plus tard dans d'autres régions du Burkina. Et la loi portant protection du patrimoine culturel revue et corrigée à Zignari. L'esprit qui prévaut dans cet exercice, c'est de mieux sécuriser et valoriser le riche patrimoine culturel national. Depuis Zignari, le compte-rendu de Théophile Zongo, c'est avec la voix de Moussa Ki. Fini le braconnage et autres formes de destruction du patrimoine culturel burkinabé. Les aventuriers s'exposent désormais à des sanctions. La loi 024-2007, comme outil de protection et de sauvegarde des sites culturels et naturels, est renforcée par un projet de décret d'arrêté. Les acteurs de la culture sont à Zignari pour valider ces textes juridiques afin de permettre aux sites culturels d'être une source de richesse pour le pays. Une loi ne vaut que lorsqu'il a de bons textes d'application. Donc il y a une série de décrets et d'arrêter pour que la loi soit opérationnelle et que sur le terrain nous puissions véritablement l'appliquer.
Donc ce que nous attendons, c'est que toutes les parties, tous les ministères intéressés, toutes les institutions qui ont vraiment intérêt à la protection du patrimoine culturel puissent nous aider à toiletter ces différents textes, à les rendre opérationnels. 2 jours de travail ponctués par des recommandations sur les propositions des différents décrets arrêtés. Les acteurs de la culture sont convaincus d'une chose. L'économie de la culture passe nécessairement par la protection des 424 sites culturels et naturels dont compte le pays. Aujourd'hui, on a des décrets qui touchent un peu à tous les domaines de protection du patrimoine culturel, que ce soit ce qui concerne la création des musées, l'organisation des fouilles, mais aussi tout ce qui concerne aussi le commerce des objets d'art et d'artisanat. Donc il fallait bien qu'on puisse adopter des textes qui soient en phase avec les besoins actuels. Cet instrument juridique sur lequel s'accordent les acteurs culturels, une fois validé, sera transmis en Conseil des ministres pour adoption. Voilà, on s'arrête là pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à toutes. À demain.